Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon histoire personnelle, mon expérience en tant qu'évitante, quand j'étais évitante. Voilà, pour en faire un prétexte à mieux comprendre l'évitant, le comprendre en profondeur, vraiment rentrer dans ce qu'il est profondément. Et aussi de vous donner un message d'espoir. Voilà. Pour dire que c'est totalement possible d'être beaucoup plus apaisé, de se sentir beaucoup plus en sécurité dans les relations, avec soi, avec les autres, et que ce chemin-là n'est pas du tout inaccessible. Ce chemin-là n'est pas du tout infaisable, vraiment pas. Donc voilà, vous présentez cette histoire comme une expérience, comme un témoignage, et aussi déconstruire beaucoup de représentations, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, j'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de représentations assez négatives de l'évitant, et ça je peux comprendre totalement, parce que c'est vrai qu'il y a des évitants qui sont malveillants, qui ont des pratiques qui sont pas bien considérées envers l'autre, etc. Mais il y a aussi beaucoup de personnes évitantes qui ne sont pas du tout dans ce profil-là, qui ressentent, qui sont sensibles, etc. Alors qui ont en effet beaucoup de stratégies d'évitement, de désactivation, ce qui était mon cas. Mais vous donner en fait la vérité sur ce que peut traverser un évitant, ce que ressent un évitant, et je trouve que c'est très important d'être dans le vrai et de redonner une lumière sur ce qu'est vraiment être évitant. Avant de commencer donc de parler plus profondément de mon expérience et de mon parcours, j'avais envie d'abord de vous donner une image. Mais une image vraiment que je trouve vraiment permet de comprendre l'évitant comme jamais. Vraiment, j'aurais beaucoup aimé, moi, avoir cette image et pour me comprendre et vraiment savoir ce qui se joue. En fait, prenez une peur que vous avez. Mais pas une petite peur, vraiment une phobie. Quelque chose qui vous fait vraiment peur. Par exemple, je sais pas, une peur des insectes, l'agoraphobie ou la claustrophobie. Voilà, je pense que le plus parlant, c'est la claustrophobie. On va rester sur cette image de claustrophobie. Par exemple, il y a des gens qui ont peur de l'ascenseur. Donc je vais prendre cet exemple-là. Donc par rapport à cette peur-là, par exemple, quelqu'un qui a peur de l'ascenseur, donc de cette boîte fermée, à cause de sa claustrophobie, qui a peur d'être enfermé, il peut se dire, il peut voir que les autres prennent l'ascenseur, vivent et se posent pas de questions et sont pas inquiets, et que c'est vraiment une peur irrationnelle. D'accord ? Il peut vraiment prendre dans sa tête, se dire, mais c'est totalement irrationnel parce que au pire, qu'est-ce qui se passe ? Au pire, bon, là, l'ascenseur s'arrête, j'appuie sur la cloche, j'attends 2 heures peut-être que quelqu'un vienne intervenir et ouvre l'ascenseur, mais il va rien se passer, je vais pas mourir. Bon, à la limite, j'attends un peu longtemps, mais il peut rien se passer de grave, entre guillemets. D'accord ? Et donc il peut consciemment voir tous les côtés positifs et voir qu'il y a rien, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Seulement, quand il va vouloir dépasser sa peur, quand il va vouloir donc essayer d'y aller, de rentrer dans l'ascenseur, d'accord ? Une fois qu'il va voir les portes se fermer ou qu'il va être dans l'ascenseur, il y a cette angoisse très forte dans le corps qui va s'exprimer, d'accord ? Qui va venir du corps. Et c'est pas la personne qui va prendre la fuite, c'est le corps qui prend la fuite. Vous voyez ? Par rapport à son objet de peur. Eh bien, l'évitant, c'est ça. L'évitant, c'est un claustrophobique de l'intimité. C'est-à-dire qu'au début de la relation, moi j'étais comme ça, c'est-à-dire qu'au début de la relation, l'évitant est enthousiaste. Et très content de vous rencontrer, très charmant, et vous disent, même peut vous dire, je vous apprécie, j'adore passer du temps avec toi, peut être expressif, etc. Et il le pense, c'est vrai, il vous aime bien, et tout ça c'est vrai, ce n'est pas du tout faux. Seulement, dès qu'on rentre dans l'intimité, dès qu'il y a plus de profondeur émotionnelle, d'accord, il y a quelque chose qui s'active dans le corps. C'est pas dans la tête, c'est dans le corps que ça s'active. Un malaise, une angoisse très forte, et qui le fait prendre la fuite. Donc c'est pour ça que vous pouvez vivre des moments d'intimité très intenses avec l'évitant, de vulnérabilité, etc. Mais comme c'est trop intense, il va prendre la fuite. Et même lui ne comprend pas son mécanisme. Il sent qu'il est mal à l'aise, qu'il y a quelque chose en lui qui veut prendre la fuite, mais il ne sait pas trop définir comment, il ne sait pas identifier ses mécanismes. Et pour ça que très souvent, l'évitant va vous donner des excuses comme toi t'aimes le rouge, moi j'aime le noir, on est incompatibles, on ne peut pas être ensemble. Et il sait très bien que c'est des excuses infondées, un peu bidons, vous voyez. Et une fois qu'il est loin de son objet de peur, donc cette intimité qui l'angoisse, à nouveau il est apaisé, son système nerveux s'apaise, il est beaucoup plus apaisé. Et il est plus dans ses peurs, et à nouveau il se dit, mais
Pourtant, j'aimais bien cette personne. Pourquoi je me suis en allée? En fait, il se rend compte que c'était une peur irrationnelle, enfin qu'il y avait quelque chose qui était pas, enfin que les excuses qu'il a données sont un peu bidons. Il en a conscience. Et c'est pour ça qu'il peut avoir les allers-retours de l'évitant, c'est que finalement il est loin de cet objet de peur, donc son corps s'apaise, son système nerveux s'apaise. Et une fois qu'il revient vers vous, le malaise reprend. C'est-à-dire qu'au départ, ça revient dans cet enthousiasme et de cette idée, bah non, cette fois je vais être bien, etc. Et il y a à nouveau un malaise qui va s'installer quand il y a trop de profondeur. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle l'évitant évitant. Parce il évite, d'accord, comme quelqu'un qui a l'agoraphobie, par exemple, va éviter les foules. Quelqu'un qui a peur, voilà, comme on l'a dit, la claustrophobie, mais va éviter les endroits fermés. Et bien c'est ça l'évitement, il évite l'objet de sa peur qui est trop de profondeur. Donc ça c'est vraiment important pour comprendre, je trouve, au mieux l'évitant et comprendre que c'est vraiment un mécanisme qui se passe, que l'évitant ne contrôle pas, hein, voilà, ne contrôle pas et ne décide pas volontairement. C'est un automatisme en fait, c'est une réaction physique. C'est pour ça qu'il y a des évitants aussi qui entre guillemets, qui ghostent. Alors ça vraiment, je valorise pas du tout cette pratique. Oui, absolument pas, hein, c'est très malveillant. Mais le ghosting, c'est vraiment ça, il y a une fuite, c'est une fuite, vous voyez. C'est vraiment, j'ai besoin de vraiment couper avec la personne pour m'apaiser à nouveau. Voilà, donc maintenant que je vous ai donné cette image que je trouverais parlante et qui permet de comprendre l'évitant profondément, j'ai envie de vous parler de mon histoire personnelle, mon expérience de l'évitement. Alors moi j'étais plutôt évitante craintive, donc j'avais quand même la peur aussi de l'abandon, hein. J'avais ces deux aspects, la peur d'être envahie et la peur de l'abandon, quand j'avais fait les tests. Mais c'est vrai que dans mes précédentes relations, j'étais beaucoup avec des partenaires qui étaient anxieux. J'ai été avec 2 partenaires précédemment, donc il y a plusieurs années maintenant, mais qui étaient anxieux ambivalents. Donc j'ai beaucoup été activée dans mes stratégies de désactivation, mes stratégies d'évitement. J'ai été beaucoup plutôt renforcée en fait dans l'évitement du fait de cette relation anxieux-évitant, où les blessures ont été réveillées dans l'intimité. Donc j'ai connu cette dynamique anxieux-évitante très douloureuse qui peut être assez dysfonctionnelle. Et je parlais justement de ma dernière relation avec cette personne anxieuse. Et en fait, ce que je trouve vraiment important à dire, c'est que moi qui étais évitante dans cette relation, il y a souvent cette idée que l'évitant il est froid, il est insensible, c'est un cœur de pierre, hein, qu'il est de marbre. Mais ça, c'est vraiment qu'un masque, c'est qu'une façade qu'on a appris à porter enfant, en fait. C'est un masque qu'on a appris à porter. Mais la vérité, c'est que moi, j'étais très amoureuse de lui, de cette personne anxieuse, de mon anxieux. Parce que oui, en effet, l'anxieux est attiré par l'évitant, mais l'évitant aussi est attiré par l'anxieux et aime aussi l'anxieux. Vous voyez, c'est dans les deux sens, c'est pas que dans un sens. Et moi, je sais que j'étais très amoureuse et que je l'aimais. Je savais pas comment me montrer, je savais pas faire, j'étais maladroite, etc. Mais je pense que c'est important de déconstruire ça, cette idée que l'évitant est insensible, il ressent rien. Pas du tout, on ressent beaucoup d'émotions. Et j'étais préoccupée par lui, j'avais envie de bien faire, j'avais envie que la relation marche, je pensais à lui. Je trouve que ça c'est vraiment important à savoir. Et c'est vrai que c'est dommage que ce soit très dysfonctionnel, c'était vraiment très difficile à vivre aussi pour moi. Enfin, voilà, j'étais consciente que ça fonctionnait pas, qu'on ne comprenait pas, qu'il y avait un très fort besoin d'intimité et que moi du coup j'étais assez fermée parce que trop d'intimité d'un coup ça m'oppresse, ça m'active. Et que plus du coup j'étais fermée et fuyante, plus lui s'il était en demande, plus j'étais fuyante, plus il était en demande. Et donc on avait vraiment cette dynamique malsaine. Mais le fait est que le fait que je fuyais, que j'étais pas à l'aise dans la relation, dans l'intimité, etc., que je pouvais être plus fermée, et il trouvait que j'étais trop fermée, etc., ne signifiait pas que je l'aimais pas du tout. C'est juste mes peurs qui étaient là, qui se déclenchaient, etc. Et la fuite de l'évitant n'est pas du tout un signe de manque d'amour.
Absolument pas. Ça, c'est vraiment important. Et c'était, ouais, j'étais très triste quand on s'est quittés. On s'est quittés dans un commun accord. On s'est séparés, voilà, on s'est décidé, on s'est revus, et puis on a discuté. Et puis c'est peut-être la première fois. C'est triste parce que c'est la première fois qu'on s'ouvrait, qu'on se montrait vraiment comme on était. Et on devait se quitter. Et c'est la première fois qu'on parlait honnêtement, en fait, avec notre cœur, etc. Et on se voyait qu'en fait, au fond, on s'aime énormément. Il y a beaucoup d'amour dans ces relations-là. Et j'avais à la fois ce grand amour pour lui et cette souffrance immense parce qu'on s'empoisonnait, on commençait à perdre, on commençait à s'enfermer dans un huis clos. Et moi, je commençais à perdre mes relations, mes amis. Enfin, je commençais à ne plus vraiment faire ma vie. Et on commençait vraiment à s'enfermer l'un l'autre dans nos peurs, en fait, hein, dans un huis clos malsain. Et c'était très douloureux. Hein. Ouais, vraiment, j'ai beaucoup pleuré, j'ai eu du mal à m'en remettre. Parce que j'avais vraiment le sentiment que... oui, de l'aimer énormément et d'être... c'était très douloureux, ouais, très douloureux. Et maintenant, je comprends. Et après j'ai compris. Je n'étais pas encore consciente de mes mécanismes. Et je trouve que ça libère tellement de comprendre qu'on n'est pas entièrement responsable, qu'en fait, il y a aussi des choses qui nous échappent. Et j'aurais beaucoup aimé lui dire. Malheureusement, j'avais plus son numéro et j'ai pas pu le recontacter, mais j'aurais beaucoup aimé lui dire pour qu'il sache que voilà, le fait qu'on souffrait, qu'on se comprenait pas, que ça se passait pas bien, c'était pas entièrement nos fautes, mais seulement voilà, nos blessures d'enfance qui s'expriment dans la relation, et je trouve que c'est très libérateur, oui. Donc, d'être évitant, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est vraiment pas ce qu'on croit, parce que même... Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire, moi, je suis évitante craintive, j'étais évitante craintive, donc, oui, j'ai peut-être une part plus émotionnelle, vous voyez, et du coup, on peut se dire, bah oui, mais c'est peut-être pas représentatif d'évitant. Mais pour avoir accompagné des évitants et pour avoir des évitants dans mon entourage, notamment une amie très proche de moi qui est évitante dédaigneuse, elle justement, donc qui est vraiment dans le spectre le plus extrême de l'évitement. Elle aussi, elle a eu une relation avec quelqu'un d'anxieux, elle était très amoureuse de lui. Elle a mis plus d'1 an et demi à s'en remettre et elle est vraiment très nostalgique de cette relation. C'est-à-dire que même maintenant, alors que ça fait déjà au moins 4-5 ans qu'ils sont séparés, des fois elle me reparle et je vois bien qu'il y a une nostalgie et qu'elle garde une grande affection pour lui. Alors qu'elle est vraiment évidente dédaigneuse, donc on pourrait se dire, voilà, il n'y a pas plus marbre froid, il n'y a pas plus grande froideur. Et voilà, pour avoir des proches évitants, je vois bien que c'est des gens très aimants, qui aiment très profondément, qui savent pas le montrer, qui savent pas faire, qui voilà, sont parfois maladroits, répondent pas directement, ou sont dans leur vie, etc. Mais c'est des gens très aimants. Vraiment, toutes les personnes évitantes que moi j'ai dans mon entourage et que j'ai pu croiser, il y a une grande douceur, une grande patience aussi. D'accord, bon, les évitants vont être beaucoup moins impulsifs que l'évitant craintif ou l'anxieux. Il peut être un peu plus impulsif parfois. Et sont plus sensibles. En fait, voilà, vraiment qu'on garde à l'esprit que toute cette froideur qu'on a, en fait, c'est un masque. C'est vraiment une façade. D'accord, c'est l'évitant dans son esprit, c'est je ne dois rien laisser transparaître. Je ne dois rien montrer de moi. Surtout pas. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, il ne se passe pas des choses, qu'il n'y a pas des émotions, qu'il n'y a pas des craintes de ne pas être aimé, qu'il n'y a pas des craintes ou des désirs, vous voyez, des préoccupations sur l'autre. On se préoccupe de l'autre, on est attentif à l'autre, on veut prendre soin de l'autre, même si on ne sait pas comment faire. Une autre chose que j'aimerais dire sur l'évitement, c'est que pour aider quelqu'un qui est évitant à entre guillemets s'en sortir, enfin en tout cas être moins dans ce profil-là, c'est vraiment de lâcher, ce que moi m'a beaucoup aidé sur mon chemin, lâcher le perfectionnisme défensif dont on parlait justement, que Boris Cyrulnik parle, que je parlais dans des précédentes vidéos sur ce perfectionnisme. En fait, l'évitant, on ne se rend pas compte à quel point il y a une pression énorme et qu'il doit tout le temps assurer, il doit être tout le temps parfait, il ne peut jamais se montrer vulnérable dans ses doutes, dans ses peurs. Donc c'est très dur d'être en intimité parce que c'est comme s'il fallait tout le temps porter le masque, tout le temps être parfait, assuré dans ses relations amoureuses, amicales, avec ses enfants, et il n'a jamais le droit de se poser et de se reposer sur les autres, vous voyez ?
peut jamais lâcher prise et se laisser, et se montrer aussi des fois dans sa fatigue, dans ses doutes, ses peurs. Donc ça rend l'intimité très difficile parce qu'il faudrait tout le temps, entre guillemets, contrôler. Voilà, en fait, c'est ça, de tout le temps se contrôler. Et c'est vraiment d'apprendre à lâcher prise dans la relation. L'intimité, c'est là où on est accueilli et aimé. On est aimé et accueilli dans ce qu'on est profondément, dans son authenticité, avec notre part d'ombre aussi. Cette part d'ombre dont parle Jung, c'est pas ce qui est mauvais en nous, mais c'est tout ce qu'on cache, qui est ces doutes existentiels, ces peurs, ces inquiétudes. Mais c'est en même temps quelque chose qui est très présent chez les Lévitans, en même temps qui est très présent dans nos sociétés. On se rend pas compte à quel point il y a une violence énorme sur nous, sur le corps, sur... Michel Foucault en parle notamment, mais on est beaucoup dans des sociétés de contrôle. Et on se rend pas compte qu'on est tout le temps en train de s'auto-contrôler et de chercher à se maîtriser. Tout le temps, il faut tout le temps réussir partout, vous voyez, réussir ses relations, et y avoir des techniques dans ses relations, comme on va avoir à réussir dans sa carrière, dans ses relations amoureuses, familiales, etc. Il n'y a pas du tout de place au lâcher-prise, etc. C'est vraiment... Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit le monde moderne veut faire de l'homme une machine et de la machine un homme. Et je trouve cette phrase extrêmement parlante parce que on est tout le temps dans s'optimiser, on est tout le temps dans, avec le développement personnel et tout ça, être la meilleure version de soi, etc., dans l'hyper-contrôle. Et à l'inverse, on a des IA, on a des robots qui veulent être humanisés. La prochaine étape, c'est d'avoir des humanoïdes dans nos maisons. Donc on voit bien qu'il y a cette idée... l'idéal d'un homme, c'est l'homo economicus, c'est le fait d'être un homme-machine. Mais on n'est pas des machines. Notre part d'ombre, notre part de doute existentiel d'être humain, notre part humaine, elle est magnifique. Et c'est tellement beau de se rencontrer avec l'autre et dans l'intimité, l'amour, dans la vulnérabilité. C'est très profond de se rencontrer en s'aimant dans justement ses failles. Et c'est là où l'amour est amené. C'est quand l'autre voit nos blessures. Et vous pouvez très bien rentrer en relation en ayant peur d'être envahi, en ayant la peur de l'abandon, sans chercher constamment à contrôler les choses, vous voyez. Et de le dire, et d'essayer bien sûr d'améliorer les choses, et essayer de vous épanouir. Mais vous pouvez totalement... Il n'y a rien de plus sécure pour un évitant de rentrer en relation et de dire « je suis évitant, j'ai peur d'être envahi ». Ça, c'est sécure. Vous voyez, j'entends souvent... j'ai souvent entendu... pour être en relation, pour être aimé, j'ai pas assez confiance en moi. Je dois avoir confiance en moi. Pour être aimé, je dois d'abord m'aimer moi-même. Il y a souvent cette idée-là. Mais on se rend pas compte à quel point c'est un peu une injonction de fond, douce, bien sûr, ça reste bienveillant, mais d'injonction d'idée de je devrais être parfait pour être en relation. Vous voyez ? Je devrais me contrôler plus. Alors que c'est tout l'inverse. Il n'y a rien de plus sécure de dire j'ai pas confiance, je manque de confiance. Là, je me trouve pas assez bien. Là, j'ai peur. Là, je doute. Ça, c'est vraiment sécure. Quelqu'un de sécure, c'est qu'il va être aimé, accueilli dans sa part d'ombre. Et qui va aussi pouvoir montrer sa part de lumière, bien sûr, pas que ça, mais que dans tous ses aspects. Il sait que l'autre va des fois être triste, va avoir des difficultés, et que lui-même va être triste, va avoir des difficultés, et qu'il va pouvoir le montrer, et qu'il n'a pas besoin de le cacher. Mais l'évitant, et aussi, je dirais, beaucoup notre monde, notre environnement et la société, fait qu'on cache beaucoup de choses, et qui empêche d'aimer et de se rencontrer vraiment. Donc, le chemin vers la sécurité, c'est tout l'inverse de ce qu'on croit. C'est vraiment d'aller à contre-courant de la pensée commune. C'est vraiment d'aller à contre-courant de toutes ces idées de contrôle, de maîtrise de soi, et d'aller dans le contraire quelque chose qui libère, qui est libérateur, qui est de prendre en compte ses blessures d'enfance, de prendre en compte ses difficultés, sa profondeur, ses failles, qui fait notre profondeur, et de pas la réprimer, ou de la cacher, ou d'en faire quelque chose de honteux, qui devrait ne pas exister, au contraire. Dans la relation, c'est magnifique quand on peut s'ouvrir. Moi, mes plus belles relations, c'est des relations de confidence, où on peut se dire les choses, où on raconte nos parcours, on raconte nos émotions, nos tristesses aussi, nos moments
nos moments joyeux aussi, hein, c'est pas que pour être dans la tristesse, mais vous voyez, de tout partager et pas juste de montrer une façade. L'évitant est beaucoup dans la façade. Et moi je sais que j'ai appris avant, je savais pas du tout dire aujourd'hui je suis triste, aujourd'hui j'ai peur, aujourd'hui là j'ai une difficulté. Si il se passait quelque chose dans ma vie, moi par exemple j'ai eu un décès de quelqu'un, personne ne savait que j'avais perdu quelqu'un. Vous voyez, c'est vraiment je ne peux rien dire, je peux rien laisser transparaître. Mais pas parce que je ne voulais rien dire, mais parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se verrouille. Tout ce qui est montrer ses émotions, se montrer, être... il y a quelque chose qui est verrouillé et il y a une honte très forte aussi de se montrer vulnérable et de pleurer, par exemple. Moi, j'ai beaucoup de mal de pleurer devant les autres. D'ailleurs, c'est toujours quelque chose dont j'ai du mal, de pleurer. J'ai toujours envie d'aller me retrouver dans ma chambre, d'avoir besoin de mon moment à moi si j'ai besoin d'exprimer des émotions fortes. Voilà, ça c'est quelque chose qui est, par exemple, vous voyez, moi aussi je suis en chemin, alors j'ai fait beaucoup de progrès grâce à mes études, mon parcours, etc. Mais il y a toujours des moments, et d'être sécure, c'est de dire, ah bah tiens, là je sens que j'ai une activation de fuite qui est là, voilà, je reviens vers toi, mais là j'ai un peu besoin d'être dans ma bulle, dans mes livres, j'ai besoin de me retrouver. Mais c'est d'être capable d'accepter ça aussi. Des moments où vous allez avoir peur. D'accepter qu'il y a des moments où on a peur, des moments où on doute, ou des fois, voilà, la personne anxieuse, elle a peur de l'abandon. Bon, des fois, je panique. Mais maintenant, d'avoir des stratégies pour se réguler, pour s'apaiser. Bon, là, je vois que je panique, je commence à m'inquiéter, à angoisser. Bon, je vais mettre en place une pratique, je vais mettre en place une petite méditation, je vais mettre, vous voyez, en place des choses qui vont apaiser et me permettre de retrouver le calme. Parce que vraiment, j'aimerais conclure sur ça, c'est que, en fait, tout ça, c'est des peurs, c'est des fantasmes, c'est des illusions. L'évitant, la peur d'être envahi ou la peur d'être abandonné chez l'anxieux, tout ça, c'est vraiment des fantasmes, enfin des illusions en fait. Mais très fortes parce que, comme on l'a dit, c'est dans le corps, c'est inscrit dans le système nerveux. C'est pas seulement dans la tête. Donc c'est pour ça que quand vous avez des croyances limitantes et vous vous dites, mais j'ai beau essayer d'avoir des pensées positives, j'ai beau essayer de travailler sur mes peurs, mes difficultés, j'y arrive pas. Parce qu'en fait, il faut vraiment travailler avec le corps et l'esprit. C'est dans le système nerveux, c'est vraiment par des pratiques somatiques en fait qu'on se libère petit à petit de ça. On se libère de l'évitement en étant comme on se libère d'une phobie. C'est-à-dire avec une exposition progressive à l'objet de sa peur et des pratiques d'apaisement en fait. Et aussi, je voulais dire, c'est qu'il y a plusieurs types de profils évitants. Du coup, on a des évitants qui sont très phobiques, donc qui vont par exemple ne pas pouvoir être du tout en relation, et à peine c'est émotionnel, à peine ils sont en relation, ils doivent quitter la relation. Et on a des évitants qui sont moins phobiques, c'est vraiment un spectre de phobie, de peur, un spectre d'évitement, qui sont moins phobiques, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent être en relation amoureuse, etc. Mais quand viennent les grands engagements, comme par exemple s'installer ensemble, avoir un enfant, se marier, là ils vont paniquer. Là le système de fuite va se réactiver. Comme on l'a dit, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? C'est parce qu'il y a cette idée, il faut tout le temps que j'assure. Quand je vais avoir un enfant, je vais jamais pouvoir avoir le droit à l'erreur. Je vais jamais pouvoir dire, là je suis fatiguée, là j'ai une difficulté, là je peux pas faire, je sais pas faire. Comme il y a toujours cette idée, je dois tout le temps assurer, d'accord ? On peut jamais lâcher prise, on peut jamais être dans la vulnérabilité. C'est très difficile de tout le temps. Personne ne peut faire ça. Vous voyez, d'être tout le temps chez soi, au travail, d'assurer H24, c'est pas possible, personne ne peut. Et l'évitant, il pense qu'il doit ça. C'est pour ça que ça le rend très anxieux, les grands moments de changement d'engagement, où on va devoir être tout le temps ensemble, etc. Parce qu'il y aura plus ces moments de solitude où il peut enfin être lui, et parfois pleurer, et parfois exprimer et se sentir pas bien, vous voyez ? Et parce qu'il pense qu'il doit toujours être dans la façade. Et moi, je sais que j'étais comme ça. Et j'ai vraiment appris à petit à petit, voilà, à m'ouvrir et lâcher le masque, tout simplement. Voilà, donc si jamais par rapport à tout ça, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver sur les questions de l'évitant, notamment comment communiquer avec l'évitant, communiquer avec l'évitant, il y aura d'autres vidéos qui permettront de justement
améliorer et de progresser sur les questions de ces relations, etc. Donc surtout n'hésitez pas, si vous voulez me contacter par mail, me partager vos histoires, me poser des questions ou voir pour un accompagnement plus profond, toutes mes informations sont dans la description. Et n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. À très vite.